allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un temps un peu plus gris, donc je ne sais pas trop ce que ça va rendre à la caméra, voilà, au niveau du visuel, de la luminosité, etc. Mais bon bref, on fera avec vu qu'on entre tout petit doucement, même si c'est pas encore officiellement le cas, dans l'automne. Vous entendrez aussi peut-être que ma voix est un peu cassée parce que pareil, quand on passe de genre canicule 30 degrés à 15 degrés, vent, pluie, etc. Forcément c'est un peu plus compliqué et j'ai chopé la crève évidemment. Mais bref, on va faire cette vidéo que je sors de toute façon tous les mois, donc avec les sorties du mois, donc ici de septembre. Et qui dit sortie de septembre, dit la rentrée littéraire. Si vous lisez un minimum, vous êtes au courant. Et donc il y a plein de titres cette fois-ci. Ça a été très dur d'en sélectionner 10 parce que moi je préfère les vidéos qui ne présentent pas non plus 30-40 bouquins comme je peux voir chez certaines. Et il y a un moment où je décroche, donc j'essaie vraiment toujours de me limiter au max à 10 parce que sinon mon attention elle part. Je sais pas comment ça se passe de votre côté. Et on va attaquer du coup tout de suite avec le premier livre vu que voilà, on a du taf derrière. Et il s'agit de celui-ci, donc La tisseuse de Mélodie. Je pense que c'est chez Hachette. Et je regarde la date de sortie, c'est le 4 septembre. Et le résumé nous dit: à Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée dans l'Atrium, lieu saint, depuis l'enfance, elle tisse les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit accidentellement son propre futur dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Franchement, je sais pas si je l'ajoute ou pas à ma wishlist. Je trouve en tout cas qu'il a l'air hyper chouette. Je sais pas, le côté destinée, fantasy, etc. Mais surtout le côté du coup du pouvoir plus ou moins de la musique, de tisser ses notes, ses partitions, ses destins, etc. Je trouve que c'est une super chouette idée que je ne pense pas de mémoire avoir déjà vu passer quelque part, avoir été creusée. Et j'aime bien quand on apporte des nouveaux thèmes, en tout cas dans la fantasy, parce que je trouve que c'est un univers qui est très compliqué à réinventer constamment, des pouvoirs pareils, donc c'est pas non plus sorti de nulle part. Mais ça change d'habitude de ce qu'on peut trouver et tout, et franchement, mon intérêt du coup est titillé. Après, c'est toujours le souci, c'est qu'il y a tellement de livres pour si peu de temps, on le sait tous, que je ne sais pas si à un moment je le mettrais vraiment en priorité, mais les premiers retours que j'ai vus dessus, franchement, étaient excellents. Et la couverture est très jolie, d'ailleurs, matchy. mais donc voilà, je suis quand même très curieuse de découvrir tous les retours qu'on va avoir seulement du coup après la sortie dessus. Et je pense que si vraiment on a des retours vraiment excellents, des bonnes moyennes ou quoi, il y a moyen que je craque. Parce que là, c'est pas que je suis indifférente rien qu'à ce résumé, et à mon avis, les avis vont me conforter dans ce choix. Donc voilà, on commence assez fort. Ensuite, le 4 également sort celui-ci, donc Le Tisseur du Roi, je vois le tome 1, c'est chez Corrigan, et donc c'est toujours le 4 septembre. Le résumé nous dit: dans le royaume de Verrat, la magie est interdite. Les tisseurs vivent dans des... Ça fait beaucoup de tisseurs d'un coup. Les tisseurs vivent dans des enclaves loin du roi et de ses lames éternelles. Malgré les dangers, Neyla vit dans les souterrains de la capitale avec un seul but, sauver les tisseurs en les exfiltrant loin de la ville. Mais lorsque son chemin croise celui de Tristan, un homme séduisant mais sanguinaire, qui est une lame éternelle, sa vie vole en éclats. Prisonnière du roi, elle se voit offrir un marché, mourir ou mettre sa magie au service d'un monstre. La mission du roi est simple, assassiner son rival, mais pour cela, Neyla doit se faire passer pour la femme d'un diplomate et s'infiltrer à la cour d'Istra. Son mari, Tristan, le fanatique et stoïque guerrier. Les enjeux, la guerre totale, le risque, tomber amoureuse. On est donc dans une romantaisie, vous l'aurez compris. Mais bon, la couverture indiquait déjà quand même pas mal aussi.
Celui-là, honnêtement, je vous le mets plus pour vous que pour moi. Parce que, bah ouais, clairement, là, on est dans la fantasy. Je suis sûre et certaine pour le coup que ce ne sera pas ma priorité. Mais pareil, je ne m'inquiète absolument pas pour ce genre de titre qui va trouver à tous les coups, en fait, son public. Donc voilà, ça me semblait quand même important aussi de le mettre dans cette sélection. Voilà, vu les goûts des gens qui me suivent sur cette chaîne ou qui me suivent sur Booksta ou ce genre de choses en général. Et donc voilà, comme ça vous savez en tout cas qu'il existe. Voilà, les codes, je pense ici clairement sont connus, contrairement au précédent dont je vous parlais. Voilà, il n'y a pas de grande surprise à mon avis. Et c'est pour ça que je ne vais pas foncer direct, l'acheter direct ou quoi. Mais à mon avis, voilà, il peut clairement faire le taf. Donc à voir pareil les retours qu'il y aura dessus à long terme. Mais voilà, clairement, je pense qu'on part sur des bonnes bases, assez sûres, etc. Ensuite, le lendemain, donc le 5 septembre, sort celui-ci, donc Démos, la bénie de Césarée. Et le résumé nous dit: voilà 10 ans que Césarée et Arthos, empire du soleil et de la terre, sont en guerre. 10 ans que Verena, impératrice de Césarée, a reçu la bénédiction du dieu solaire, lui conférant la capacité de contrôler le feu, de guérir les blessures ou d'en infliger. 10 ans que, dirigeant cette terre aride, elle ne peut agir à sa guise, tenue pieds et poings liés par un sénat conspirateur. Malgré son lien privilégié avec le divin et ses pouvoirs faisant d'elle une figure redoutée, nombreux sont ceux qui veulent la détrôner. Alors, lorsque le charismatique général ennemi, Syriane Arthos, est capturé, Verina en est convaincue, il sera la pièce qui lui manquait pour remporter ce jeu d'échecs politique en place depuis trop longtemps. L'impératrice ne se doute pas un instant que cet homme saura faire tomber une à une les barrières qu'elle a érigées pour se protéger des fantômes de son passé, et qu'il sera tant l'instrument de son bonheur que sa déchéance. Et dans les mots-clés, je vois donc roman, alors il y a aussi bien fantastique que fantasy, young adulte, magie divinité, complot, empire romain et guerre. Ça se laisse facilement deviner du coup à la couverture. Pareil, je l'ai mis dans cette sélection, pas qui m'intéressait moi outre mesure. Mais pareil, je ne m'inquiète absolument pas en fait pour ce titre, parce qu'à chaque fois que j'ai vu du coup des maisons d'édition, j'ai pas dit mais je pense, mais c'est chez Gulfstream ici, sortir des livres un peu sur les thématiques de la mythologie, des réécritures en tout cas des mythologies, à chaque fois le public était derrière, ça faisait un carton ou quoi, et j'avoue que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait plus trop vu. À un moment vraiment on était bombardé de chez bombardé avec ces thèmes là, puis ça s'est un peu calmé, donc là je vous en remets un petit peu. Et oui, clairement, on va avoir une héroïne à tous les coups hyper badass. Au niveau des péripéties, je ne doute pas que pareil, ça va s'enchaîner bien comme il faut. Et donc, oui, je pense que dans l'ensemble, là aussi, on part sur des très bonnes bases. Juste voilà, moi, c'est plus trop mon truc, ma tasse de thé, etc. C'est plus vers ces livres-là que mon intérêt va aller directement. Mais je suis curieuse de voir les retours dessus. Parce que pareil, c'est toujours un peu... ça passe, ça casse en fait ces livres-là, dans le sens où il y en a tellement sur ces sujets en réécriture que parfois, il y a des éditeurs sans vouloir cracher sur certains ou sur certains titres, parce que oui, il en faut pour tous les goûts, qui profitaient vraiment de l'occasion de la vague, etc. pour sortir certains titres qui en d'autres temps, n'aurait pas forcément été sélectionné. Mais ici, comme ça c'est calmé, je suis déjà quand même un peu plus confiante et donc curieuse de voir les retours qu'il y aura quand même dessus. Ouais. Et puis, à nouveau, donc le lendemain, ce qui nous amène au 6 septembre, il y a celui-ci, donc Les Oiseleurs, et c'est chez Ozu Éditions. Et le résumé nous dit: les oiseleurs, c'est pas facile à dire, les oiseleurs lisent dans le passé et le futur dans le tracé des oiseaux. Pour intégrer leur rang et développer son don, Alouette est prête à tout, même à se déguiser en homme. Bravant les interdits, elle infiltre le siège ancestral des oiseleurs. Taraudés par cette menace, que feront-ils s'ils découvrent la vérité? Mais à Avendis, Alouette est loin d'être la seule à avoir des secrets, et lorsque Décile, le fils du grand oiseleur en personne, lui demande son aide, ses convictions vacillent. Sur Terre, au-delà des murs du collège, une guerre sans merci se prépare. Dans le ciel, les présages de mauvais augure se multiplient. Seuls Alouette et Décile peuvent encore tout changer. Voilà, pareil, fantasy, young adulte, jusque-là, on est un peu dans ce thème, c'est après que ça va changer.
Et pareil, comme le tout premier dont je vous parlais, je n'ai jamais vu vraiment du coup un livre dont le pouvoir voilà, du héros était concentré sur cet élément. Alors je l'ai déjà vu dans Vampiria notamment avec Sterling qui avait un pouvoir de communiquer ou quoi avec les oiseaux, mais où vraiment c'était l'élément central du livre, de la fantasy ou quoi. Je pense que c'est une première. Et pareil, du coup, à voir. Ce ne sera à nouveau pas ma priorité. C'est assez rare hein, maintenant, quand ça devient vraiment les priorités, vu les centaines de livres que j'ai dans ma wishlist. Mais ouais, clairement, celui-là, j'ai envie de le mettre en avant. Surtout que pareil, Ozu, c'est pas forcément la maison d'édition dont on parle le plus, qu'on voit le plus, pareil, sur les publications sur Insta, BookTok ou des trucs comme ça. Et donc ici, je trouve que voilà, ça mérite clairement qu'on s'attarde dessus, qu'on le liste ou quoi. Parce que c'est pas genre d'habitude, parce que ça peut être très sympa aussi. Et pareil, plein de péripéties, ce genre de choses. Donc ouais, je sais pas. Pour le coup, je suis assez convaincue et assez contente de le mettre du coup dans cette sélection. Alors, c'est maintenant qu'on change un peu de registre avec celui-ci. Donc, Les Lumières de... Je le prononce très mal à mon avis. De Kilshurm, qui sort donc le 10 septembre aux éditions Hurlevent, comme on le voit très bien à la couverture. Et dont le résumé nous dit « Écosse, 1950. Jamie Ferguson, jeune homme de 17 ans, vit entouré de son père et de ses frères. Quand Yann le cadet disparaît, la vie de famille se trouve bousculée. Jamie décide de partir à sa recherche. Cette quête le mènera aux abords de l'étrange château de Kilchurn, où il fera la rencontre de Samuel, son mystérieux propriétaire. Jamie se retrouvera alors plongé dans un tourbillon de secrets où il lui sera difficile de distinguer le vrai du faux. Pourra-t-il sauver son frère sans se perdre lui-même ? Entre rivalité de clans, paysages écossais et secrets intergénérationnels, laissez-vous éblouir par les lumières de Kilchurn. Il a l'air super chouette quand on aime ce genre-là. Alors, j'ai déjà vu plusieurs retours, je pense notamment chez Virginie de Vie de Livres sur Booksta, qui, pareil, si je dis pas de bêtises, est partenaire du coup avec les éditions Hurlevent, si je dis pas de conneries. Et en tout cas, les retours que j'avais vus dessus étaient vraiment excellents. Genre, grosse pépite, attention, alerte, etc. Et bon, vu les comptes que je suis, voilà, je fais un minimum confiance, c'est pas non plus juste pour dire ça à chaque fois. Et bon, voilà, on est dans l'Écosse, ce qui est quand même déjà un très bon point, faut dire ce qui est. On va voir un héros, voilà, donc en quête d'une histoire un peu familiale, je vais pas dire policière, mais voilà, d'enquête en tout cas, etc. Et on parle de secrets, on parle d'international, etc. Et pareil, quand je lis ce genre de livre, c'est un peu les thèmes que j'aime y retrouver. Donc, je ne sais pas. Il y en a qu'un pour le coup où je suis sûre ici dans la liste que je vais le craquer. Mais celui-là, clairement, je pense que je vais le mettre dans ma wishlist. Et puis pareil, je verrai si j'ai le temps, je verrai si voilà, l'envie se dégage du reste. Enfin, vous avez un peu compris, c'est comme d'habitude. Mais je suis très curieuse de ce que ce livre pourrait cacher, que ces mystères, ces secrets pourraient cacher aussi. Et surtout de découvrir tous les décors autour de l'Écosse. Pour ça, je pense que je suis trop bon public. Il m'en faut pas grand chose quand on sort l'argument de l'Écosse ou quoi. Ça, c'est la faute depuis que j'ai vu Outlander. Et du coup, ouais, je suis très curieuse de pouvoir me faire mon propre avis en fait sur ce livre-là. Et je pense que c'est assez rare en fait que je vous conseille aussi, recommande des livres de chez Hurlevent. Parce qu'en fait, c'est une maison d'édition qui me fait très envie, qui me fait de l'œil. Mais je n'ai encore aucun livre de cette maison d'édition dans ma bibliothèque. Et je ne sais jamais par lequel vraiment commencer, me laisser tenter ou quoi. Parce que je vous dis, j'ai tellement de livres dans ma wishlist, de sagas en cours, ce genre de choses, que je me dis si je m'ouvre, du coup, tout ce champ de possibilités chez une nouvelle maison d'édition que j'adore, vraiment j'ai peur de plus m'en sortir. Donc je crois que c'est surtout pour ça que je repousse le moment. Mais franchement, ceci il a l'air très chouette, donc ouais, il va quand même atterrir dans ma wishlist. Ensuite, en date du 18 septembre, sort celui-ci, donc c'est Tata
de Valérie Perrin, donc, qui avait écrit Changer le des fleurs et Les oubliés du dimanche que j'ai lu. Il y avait eu 3 aussi pareil que je n'ai pas lu, du coup pas acheté. Et celui-ci, le résumé nous dit: Colette est remorte. Ce mot n'existe nulle part, remourir ça n'existe pas. Colette était une femme sans histoire, c'est du moins ce que l'on croyait, jusqu'au jour où sa nièce apprend son décès par un appel de la police. Car Colette, sa tante unique, a déjà été enterrée il y a 3 ans. Avec ce roman virtuose où s'entrelacent des destins et intrigues palpitantes, Valérie Perrin, extraordinaire conteuse de nos vies, signe son grand retour, qui doit être très 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 attendu. Pour le coup, je crois que je vais passer mon tour parce qu'au début, j'étais très très curieuse de découvrir par moi-même pareil La plume de Valérie Perrin. Et puis en fait, depuis, je sais pas trop, m'a pas tant plus que ça. Et là, je sais pas, j'ai pas encore l'envie de retourner vers cet auteur, même si j'avais aimé les 2 livres que j'avais lus. Mais voilà, je sais qu'il est très 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 attendu. Pour le coup, je vois sa pub absolument partout. Là, c'est chez Albin Michel. Il passera forcément plus tard en petit format, je pense, au livre de poche, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, le résumé en fait en dit sans trop en dire. Enfin, pareil, forcément ils vont pas en parler plus parce que tout tourne autour du fait de pourquoi cette femme est remorte, etc. Mais je trouve ça peu, en tout cas perso, pour me donner vraiment envie d'y aller. Donc pareil, à voir avec les retours à long terme ou quoi. Mais clairement, en fait, mon envie de lire tous les Valérie Perrin est un peu passé, c'est un peu tiolé. J'ai découvert d'autres auteurs depuis que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de suivre. Donc j'ai préféré La Plume, un peu dans le même style ou quoi. Et donc voilà, forcément je vous le mets parce que je sais qu'il est attendu. Mais de mon côté, voilà, c'est pas que ça va me marquer plus que ça en tout cas. Et puis donc voilà. J'ai rien d'autre à dire dessus, étant donné que je ne sais pas grand chose en plus de ce résumé, évidemment. Par contre, sort également le 18 septembre, c'est celui-ci, donc la BD D'or et d'oreiller de Flore Vesco, dont le résumé, je l'ai en fait, non, je l'ai filé à ma soeur, mais dont le résumé ici nous dit... Lord Anderson, un riche héritier, a conçu un test pour choisir au mieux sa future épouse. Chaque candidate est invitée à passer une nuit à Blenkinsop Castle, seule, dans une chambre au centre de laquelle se trouve un lit d'une hauteur invraisemblable. Pour l'heure, les prétendantes, toutes filles de bonne famille, ont été renvoyées chez elles au petit matin sans aucune explication. Mais voici que Lord Anderson propose à Sadima de passer l'épreuve. Robuste et vaillante, simple femme de chambre, Sadima n'a pourtant rien d'une princesse. Et pour cause, l'histoire que va vivre cette dernière, si elle s'apparente bien à de l'amour, est loin d'être un conte de fées. Forcément, du coup, c'est la BD qui est adaptée du roman donc, D'or et d'oreiller, que j'ai lu peu de temps après sa sortie et que j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'était mon Flore Vesco préféré jusqu'ici. Et de base, j'adore vraiment cette réécriture de conte, mais du coup, le conte originel de la princesse au petit pois depuis que je suis toute petite. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé cette histoire. Et je trouve que pareil, ici, l'auteur l'a vraiment, vraiment, vraiment bien retravaillé, avec des thématiques super chouettes derrière, etc. J'étais très 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 curieuse aussi au début, en tout cas dans le bouquin on n'était pas encore dans la pièce, on voyait un peu plus ou moins par la serrure ou quoi, et je suis très curieuse de savoir comment ça aurait été remis du coup cet aspect là dans la BD. Alors comme toutes les BD c'est pas que je les achète moi-même parce que je trouve toujours ça un petit peu cher, donc souvent je les mets sur ma wishlist. Mais maintenant pour le coup, je serais vraiment très curieuse de voir à quoi ça ressemble sous ce format-là. Pareil, l'histoire voilà, ne traîne pas, enfin c'est déjà un tout petit livre, c'est pas que ça, on remet 300 pages sur une BD, donc là je pense qu'on peut très très facilement l'adapter dans ce format-là aussi. Et clairement les dessins qu'on voit ici ont l'air genre canon de chez Canon. Du coup, je pense qu'on va faire une petite pépite, autant pour le bouquin que pour cette BD. Du coup, je pense que je vous recommande les deux tout simplement. Donc, je ne vais pas forcément ici l'acheter parce que je connais déjà l'histoire, parce que je vous dis, si je la trouve à un moment, ce sera en occasion ou qu'on me l'offre ou quoi. Mais en tout cas, ouais, je vous le recommande parce que vraiment, c'était un petit bijou. Et si vous ne connaissez pas Flore Vesco, vraiment, elle a un talent naturel pour écrire des réécritures de contes
autant je retrouve toujours sa plume, sa manière de faire, autant elle l'adapte vraiment fort au conte en question. Et du coup, à chaque fois, c'est un pur plaisir. Donc voilà, je vous recommande. Je rappelle, c'est le 18 septembre. Le livre suivant, par contre, c'est sûr et certain que je vais vous le recommander, même sans l'avoir lu, c'est sûr. C'est celui-ci, donc L'évadé d'Auschwitz. C'est chez Bouquin Édition, c'est possible? Ok. Je connais pas. Qui sort donc le 21 septembre. Et si vous suivez cette chaîne depuis un moment, ben voilà, vous savez que régulièrement, en tout cas tous les ans, je lis au moins un récit de vie sur une personne qui a été du coup déportée à Auschwitz ou à un autre camp, qui a connu vraiment ça, qui voilà, donne son témoignage. Ça me semble tellement important, tellement précieux que vraiment je compte en lire plein. Et un jour j'irai à Auschwitz sur place quand je prendrai mon courage, mon budget, enfin tout ça. Et en attendant, donc vraiment, je prends un max d'infos de ces livres, voilà, de ce contenu via les bouquins. Et pour celui-ci, le résumé nous dit: Une nuit d'avril 1944, Walter Rosenberg, bien connu sous le nom de Rudolf Hubra, un jeune juif slovaque de 19 ans, et son ami Alfred Wetzler, désolé pour la prononciation, parvient à s'évader d'Auschwitz. Leur objectif, prévenir le monde de l'existence de cette usine de mort et tenter de sauver de la chambre à gaz le prochain convoi des juifs hongrois. Près de 2 ans plus tôt, après un bref séjour dans le camp de Majdanek, Rosenberg est déporté à Auschwitz. Contraint aux travaux forcés à Buna, il est ensuite affecté à la rampe où débarquent les juifs de toute l'Europe. La majorité d'entre eux sont gazés après la sélection. Les rares survivants subissent persécutions, violences et cruautés incessantes. Doté d'une mémoire phénoménale, Walter enregistre tout jusqu'au moindre détail durant sa captivité. Le fonctionnement du camp, sa géographie, son économie, l'organisation de son système ferroviaire, etc. Après son évasion, il consigne avec son co-détenu l'ensemble de ces informations dans le rapport Hubra-Welzer. Ce document de 32 pages, aussi appelé Protocole d'Auschwitz, envoyé à Churchill, Roosevelt et au pape Pie XII, sera le premier récit détaillé sur le camp à atteindre les Alliés. Rudolf Hubra sera également l'un des témoins capitaux dans le film Shoah de Claude Lanzmann. Franchement, désolée d'avoir écorché autant les noms de famille, vraiment. Du coup, voilà. On l'a compris en tout cas. C'est, je pense, légèrement, on va dire, romancé. Parce que je ne pense pas que c'est son témoignage direct. En tout cas, ça s'appuie sur son témoignage, sur le document, ce genre de choses. Mais je trouve ça tellement intéressant, tellement alarmant de se dire que voilà, ce rapport a été fait. J'espère qu'il a vraiment pu aider d'une façon ou d'une autre ou quoi. Et vraiment, je suis admirative des gens qui ont vécu ça et qui vraiment ont aidé contre cette cause, etc. Donc vraiment, je le recommande plus. Je n'ai pas grand chose à dire dessus sur le contenu ou quoi, ça me paraît tellement évident. Mais en tout cas voilà, je suis très contente qu'il soit dans cette sélection, de vous le mettre en avant aujourd'hui. Ça change clairement des lectures de fantasy ou quoi dont je parle habituellement, de science-fiction, ce genre de choses. Mais vraiment, je trouve ça tellement important que clairement, si ça vous intéresse aussi, sachez qu'il y a un nouveau livre qui sort sur le sujet et ça me paraît pas mal de le lire, franchement. Puis on rechange de registre et là c'est le 25 septembre, c'est celui-ci, c'est La valse des âmes de Bernard Werber qui sort chez Albin Michel, ouais c'est ça. Et le résumé de ce nouveau livre de Werber nous dit: Une bibliothèque qui brûle, une guerre civile qui s'annonce et une date clé, le lundi 13 octobre, où le monde pourrait basculer dans le chaos. Melissa Toledano a entreaperçu ce futur pendant ses voyages intérieurs, une pratique de l'hypnose qui lui permet de voyager dans le temps. Rongée par une maladie du cœur, elle ne peut que transmettre sa vision à sa fille Eugénie. Les forces de l'obscurantisme tentent de se regrouper depuis la nuit des temps pour commettre l'irréparable. Pour les contrer avant qu'elle n'y parvienne, Eugénie va devoir apprendre à pratiquer les voyages intérieurs comme sa mère, afin de rassembler les 5 âmes qui composent la main lumière. Mais sa mission ne pourra être accomplie qu'à la condition qu'elle retrouve également son âme sœur. Car la lumière et l'amour sont les seules armes qui peuvent empêcher la main de l'ombre de se former. De la préhistoire à nos jours, en passant par l'Égypte des pharaons et de la Grèce antique, Eugénie va traverser le temps et l'histoire pour comprendre comment les civilisations avant elle sont parvenues à empêcher la progression de ces âmes sombres.
Ok, je vous avoue qu'honnêtement, à la première lecture, parce que j'ai pas lu le résumé, comme c'était d'office en Werber, je le mettais d'office, ça me semble un peu confus, un peu fouillis. Bah, c'est peut-être que de mon côté. Mais, je sais pas. Ce côté, je sais pas, des forces, des rêves, de l'hypnose, ouais, des voyages intérieurs, de la cause qu'il y a derrière, etc. Je sais pas, je suis un peu, je suis pas vraiment convaincue, honnêtement. Et pareil, parce que Werber, autant au début, j'étais absolument fan quand je l'ai découvert, avec du retard, vu que les fourmis étaient sortis depuis 1000 ans quand j'ai commencé, ce genre de choses. Mais voilà, il m'a quand même perdu sur certains one-shots. Alors je sais pas si c'est un one-shot ou si c'est une série qui va être en cours, je ne sais pas. Mais je sais pas, mon intérêt en tout cas a quand même chuté pour cet auteur. Donc pareil, à moins d'avoir de très bons retours dessus sur ce tome-là, je suis pas sûre que j'ajouterai de mon côté à ma wishlist. Mais comme ça reste Werber, je préfère vous le mettre. Il y a des auteurs comme ça, j'ai du mal à passer quand même à côté de l'information au minimum. Du coup voilà, hop, comme ça c'est dans votre main. Et on va s'attaquer déjà au dernier livre qui est celui-ci. Youp. Donc de passion, d'éther et de fumée, ça avec un nom pareil, ça sent le tome 1 quand même. Je ne sais pas c'est chez qui, mais je vois Collection Infinity et ça sort le 30 septembre. Je vois pas c'est chez qui. Le résumé nous dit: 3 mois se sont écoulés depuis le soulèvement tumultueux des bas-fonds qui a plongé Néoterra dans une période de récupération laborieuse. C'est à ce moment délicat que le professeur Ambroise Brown disparaît mystérieusement, ne laissant derrière lui qu'une missive énigmatique et un robot domestique cruellement mutilé. Joséphine, la fille unique du professeur, désespérée, tente de mobiliser les autorités, mais la police, débordée par la tâche de rétablir l'ordre dans la cité, ne se penche sur l'affaire que 3 mois plus tard. Après avoir fait la connaissance de Joséphine, Léandre, le commissaire chargé de l'enquête, comprend que la disparition du professeur Brown est probablement liée à une affaire vieille de 21 ans. À l'époque, des machines se sont soulevées, semant la terreur et assassinant plusieurs innocents. Joséphine réalise alors que Léandre est sans doute la seule personne capable de l'aider à retrouver son père. Elle décide de lui révéler tout ce qu'elle sait au sujet de cette sombre affaire des bas-fonds et lui explique notamment ce qu'elle sait au sujet de l'éther, une pratique occulte prohibée. Un partenariat singulier prend naissance, fusion de l'intelligence vive de Joséphine avec la faculté d'analyse de Léandre. Main dans la main, ils s'immergent dans les abysses troubles de Néoterra, s'efforçant de percer les secrets du passé tout en bravant les défis du présent. Ok, ça a l'air d'être un genre de fantasy. Clairement, on voit ici à l'aspect un petit côté aussi engrenage, steampunk, voilà, des machines ou quoi. Et oui, mais forcément un petit peu d'enquête aussi liée à son père, enfin au professeur Ambroise. Ouais, je l'ai mis plus pour ce côté steampunk. Alors clairement là aussi je vais passer mon tour, mais je pense avoir déjà vu des premiers retours dessus, mais je me suis pas absolument attardée plus que ça dessus. Ben voilà, en automne moi j'aime bien le petit côté steampunk, je me rappelle que c'est un moment là par exemple que j'avais lu, je vois ici, Rouille ou des choses comme ça. Donc je sais pas, je trouve que ça se... Enfin, juste le côté steampunk se prête vraiment bien à l'automne, donc j'avais envie de le mettre dans cette sélection plutôt pour ce côté-là. Et du coup, je sais pas si de votre côté, ça va vous tenter plus que ça, ou pas du tout. Mais en tout cas, on va clôturer cette sélection avec ce livre-ci. Et donc 10, ça me semblait donc déjà pas mal. Et comme d'habitude, je n'ai pas grand chose à dire. Voilà, autant c'est voilà, le genre de vidéo qui vous intéresse, autant c'est pas celle que je préfère tourner parce que je ne sais pas parler du contenu. Mais en tous les cas, j'espère que vous avez su noter quelques titres au passage dans cette sélection, que vous en avez peut-être découvert, comme ça a été mon cas lors de mes recherches ou ce genre de choses. Et espérons que parmi ces titres, il y a quelques pépites insoupçonnées qui en ressortent aussi. Et du coup voilà, c'est ma sélection de ce bilan de rentrée littéraire. Et du coup, je vous fais plein de bisous d'ici la prochaine vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Et puis on se retrouve à la prochaine, évidemment.